Depuis 2000 ans, leurs statues de bronze nous observent. À des dizaines de mètres sous terre, sommeille le témoignage de leur grandeur passée. Peuple de conquérants, seigneurs de la Méditerranée pendant 6 siècles, ils nous ont légué des centaines de villes, des routes, de prestigieux vignobles. Au fil de l'eau, le long de la vallée du Rhône, nous partons sur leurs traces. Et le voyage commence dans la plus belle des cités, Lyon, celle que les Romains ont désignée capitale des Gaules, Lugdunum. Alors Lugdunum, ça signifie colline orientée vers la lumière. Parce que Lug signifie lumière, Dunum, colline. Elle est orientée plein est. En 43 avant Jésus-Christ, pour se protéger des crues de la Saône et du Rhône, les Romains implantent leur colonie au sommet de la colline de Fourvière, à 300 mètres d'altitude. Il faut imaginer l'emplacement d'un important forum avec un temple massif, colossal même, que l'on pouvait voir de très très loin. C'était probablement le centre religieux et politique de la ville. Si le forum a depuis longtemps disparu, le théâtre de Lugdunum, lui, nous fait remonter la marche du temps. Là, on est toujours dans le mur de sel qui faisait plus d'une dizaine de mètres de hauteur. Découvert au début du XXe siècle, voici le théâtre antique le plus ancien de France, le seul construit avant notre ère. C'est un endroit assez incroyable puisqu'effectivement ça a été fouillé des années 30, mais en fait il y a toujours des petits indices qui ont été oubliés et en fait on arrive tous les jours à revoir des choses qui ont été oubliées, qui commencent à émerger. Parmi les milliers d'objets archéologiques retrouvés à Lyon, il en est un qui fascine les scientifiques, le trésor de Vèze. Un ensemble de pièces de monnaie, de statuettes, de bijoux en or et en émeraude, découverts dans un sac et un coffre. Les fouilles ont démontré qu'il fut volontairement caché, enterré dans le sol en l'an 260. On se demande toujours quelles ont été les motivations. Est-ce que c'était la peur d'une invasion imminente, ou du moins sûrement d'un danger, quoi qu'il en soit? Est-ce que c'était au contraire un héritage qui se passait mal? Un mystère jamais résolu. À quelques mètres de là, sous le bitume de la Croix-Rousse, repose un monument célèbre dans tout l'Empire. Il a ressurgi dans les années 60 sous un amas de végétation. Cet édifice a servi à accueillir la grande réunion qui se tenait tous les ans le 1er août, réunion des représentants des 60 nations gauloises. L'amphithéâtre des Trois Gaules, ancêtre de notre Assemblée nationale. Ces assemblées étaient des assemblées éminemment politiques qui donc peuvent être comparées à ce qu'on connaît aujourd'hui. Bruit compris, j'imagine, et querelles comprises, évidemment. Pour alimenter les thermes et fontaines de leur capitale gauloise, les Romains déploient les grands moyens. À 10 km du centre-ville, une partie de l'aqueduc du Gy est encore debout. Sur 86 km, ils transportaient l'eau depuis les montagnes du Pilat jusqu'à Lugdunum. L'eau était captée dans un endroit qui était plus haut que le point d'arrivée, sur la colline de Fourvière. Le débit était de 10 000 mètres cubes par jour. Aldo Borlanghi est un archéologue d'origine italienne. Il nous conduit en pleine forêt, dans une cavité secrète. Attention, là il faut se baisser pour entrer dans le tunnel, c'est assez étroit. À cet endroit, les Romains ont percé la montagne pour faire traverser leur aqueduc. Des travaux dignes d'Hercule. Ce qu'on peut voir ici, par exemple, c'est les traces des pics et des outils utilisés par les ouvriers romains. Et c'était quand même un des plus longs aqueducs du monde romain. Et sûrement, d'un point de vue de l'ingénierie et des aspects techniques, c'était un des plus complexes qui a jamais été construit par les Romains. Reprenons la route en direction du sud. Sur les rives du Rhône, une autre cité romaine défie l'éternité. Vienne, ancienne capitale d'un peuple gaulois, occupé par les Romains un siècle avant Lugdunum. Les historiens l'ont surnommée la petite Pompéi de Rhône-Alpes. On arrive devant l'entrée de la maison 5 Mosaïques, donc dans la rue du Commerce, une rue très passante. En 1967, un quartier entier de 7 hectares jaillit des entrailles de la terre. Donc c'est une maison très lumineuse,
Impossible pour Laurence de ne pas être émue devant ces incroyables vestiges de maisons, d'entrepôts, de rues, d'allées. C'est magnifique. Où résonnait il y a 2000 ans le vacarme des carrioles et des chevaux. Vous voyez ici, on sent qu'il y a un véhicule qui est passé, il y a une autre trace ici, donc on arrive à connaître les largeurs de roues des véhicules. On voit où ils passaient, est-ce qu'on pouvait se doubler, pas se doubler. Le site abrite aussi un atelier de restauration de mosaïques, car les fouilles sont permanentes dans la région. On essaie de dégager, de nettoyer le plus finement possible pour révéler un petit peu mieux les couleurs de la mosaïque. Vienna était réputée pour ses mosaïques à l'époque antique. On a des artisans très très réputés et un grand savoir-faire. Et c'est une richesse exceptionnelle. Dès le 1er siècle, les auteurs latins Pline l'Ancien et Plutarque vantent la qualité des vins de Vienne. Sur les collines autour de la cité, les Romains ont créé des vignobles vertigineux où les cèpes se cramponnent depuis des millénaires. Et 2 par an, on est parti. Prenez chacun 2 rangs. Ce matin-là, dans les parcelles de Côte-Rôtie, c'est jour de vendange. Il n'y a rien de mécanisable, donc on fait tout à la main, comme les Romains pouvaient faire. On n'a plus les seaux en bois, mais on est passé au plastique. Il faut des bons mollets et un petit peu de courage. Philippe Guigal est un des gardiens de cette appellation prestigieuse. Ça, c'est un mur qui a plus de 2000 ans. Il est là pour tenir la terre. Dans sa famille, depuis 3 générations, on vénère Dionysos, dieu de la vigne et du vin. Pour un vigneron, il y a un côté émotionnel. Tous les matins, d'aller dans la vigne et de se dire « je vais faire des gestes qui étaient déjà faits il y a 2000-2400 ans, ici, au même endroit ». Donc ça permet d'avoir des racines profondes, des racines solides. Et les racines en viticulture, c'est très important. Des valeurs transmises par son père Marcel, aujourd'hui âgé de 80 ans, lui aussi féru d'histoire. Tu y as encore un peu. Pendant que Philippe s'occupe du prochain millésime, le patriarche, lui, se consacre à sa passion pour l'archéologie. J'ai passé une longue vie, à collectionner. Dans le sous-sol de son caveau, il possède une des plus belles collections privées de pièces romaines et de vases en verre et en terre cuite. Ce sont des amphores, bien sûr. Hein. Alors là, vous en voyez 3, mais on en a trouvé beaucoup. Et l'art était de mettre de l'eau dans le vin. Alors actuellement, ça nous fait hurler. Car depuis l'Antiquité, l'art de la viticulture a beaucoup changé. Ici, vous avez donc un mode de conduite à tester à l'époque romaine, qui est très intéressant, qui est la conduite sur joug. À Vienne, cet archéologue mène chaque année des expériences pour reproduire le vin antique, en respectant à la lettre les techniques romaines. Il a une particularité, c'est qu'il contient du miel, il contient du thym, du romarin et de la sauge. Et donc il est un petit peu pétillant? Oui, tout à fait. Ça, c'est certainement dû au miel qui n'a pas été complètement transformé en alcool par les levures. L'immense majorité des vins étaient plutôt peut-être des vins blancs qu'on dégustait il y a 2000 ans. Et pour transporter leur vin, les Romains utilisent une autoroute flottante, le Rhône. Comme eux, nous embarquons entre Vienne et Valence, sur ce qui fut le fleuve le plus fréquenté de l'Empire après le Nil en Égypte. Steve Beckard est batelier. Dans le sillage des premiers navigateurs gallo-romains, il transporte des marchandises chaque semaine. Une odyssée de 2 à 3 jours de Lyon à Fos-sur-Mer près de Marseille. Charlie, c'est bon, tu peux lâcher. Grâce aux 14 écluses construites dans les années 80, la navigation est aujourd'hui beaucoup moins périlleuse que pendant l'Antiquité. Ça ne doit pas être facile. Hein. Je préfère ma place celui-là à l'heure. Hein. L'hiver, oui, il peut être assez dangereux. On peut avoir des courants très violents et des vents très violents. Le Mistral. Un fleuve fougueux, imprévisible aujourd'hui encore. Ici, les dieux de la montagne et de la mer se livrent au combat à chaque instant. Pour le dompter, il faut des mariniers d'expérience et de caractère. C'est la passion de l'eau et de naviguer, voilà, et d'être un peu le maître du bateau, quoi. C'est pas donné à tout le monde, c'est vrai. Au 1er siècle, pour développer leur province et éviter les nombreux naufrages, le général romain Agrippa décide de créer un réseau de voies romaines au départ de Lyon. Dans la vallée du Rhône, cette voie antique donnera naissance à la Nationale 7. Nationale 7. Il faut l'apprendre qu'on aille à Rome à 7.
Éternelle route des vacances, à laquelle les amoureux de belles mécaniques comme Lucien sont restés fidèles. Cette route, c'est la première route que j'ai prise quand j'étais jeune, à 22 ans. Donc on est parti, mon épouse avec la carte sur les genoux et on roule galère. Je pense que les Romains, de toute façon, dans tout ce qu'ils ont fait, il y a tout le temps une logique derrière. Donc s'ils passaient par là, c'est l'axe le plus droit en fait pour traverser la France. C'est donc par la Nationale 7 que nous rejoignons la dernière étape de notre voyage. En Provence, la cité d'Orange nous ouvre ses portes pour découvrir le théâtre antique le mieux préservé en Europe. Maintenant, je vais vous mener à l'intérieur du mur de Seine. Normalement, c'est fermé au public, mais suivez-moi. Par miracle, son mur monumental a traversé les siècles. Nous sommes à la moitié de la hauteur du mur de Seine, qui fait 37 mètres de haut sur 103 mètres de long. On a une vue merveilleuse. Un chef-d'œuvre d'architecture où la moindre réverbération a été étudiée. Et on peut voir avec ces salles que le mur de Seine n'est pas plat. Il est constitué d'alcôves et d'arrondis pour éviter les échos lorsque les acteurs sont sur scène. En 1869, avec la création d'Éco-Régie d'Orange, il devient scène d'opéra, l'écrin des plus grandes voix. Quand on chante, on pourrait penser que le son se perd, et là, c'est carrément tout le contraire. On a un retour de son d'une netteté incroyable, et c'est même, on va dire, un plaisir de chanter. Vraiment, c'est très rare d'avoir une acoustique pareille. Si la domination romaine s'est effondrée au 5e siècle, aucun doute, 2000 ans plus tard, c'est ici au cœur de la vallée du Rhône que résonne l'écho d'une grande et fascinante civilisation.